Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 3 de ce Tour de Romandie. Étape qui a été animée avec énormément d'humidité, des conditions de course extrêmement difficiles, un parcours qui pourtant était encore plus plat que pour l'étape numéro 1 autour du lac de Estavayer. 169 km, mais c'est un parcours qui a fait extrêmement mal parce que les conditions climatiques étaient absolument détestables et avec surtout une vitesse de course qui a plutôt été rapide puisqu'on est arrivé aux alentours de 17h15, ce qui était plus tôt que lors des dernières journées. Une course qui a été animée, des chutes notamment celle de Stephen Kung qui était dans l'échappée, qui est assez impressionnante. Il a eu le malheur de rouler sur une ligne blanche avec un petit peu d'angle sur le vélo. Ça ne pardonne absolument pas. Et surtout, il a eu de la chance de ne pas frapper le poteau. Le poteau était bien protégé à ce moment-là. L'organisation avait fait du bon travail pour protéger cette zone dangereuse. On était quand même sur une descente et pas mal de routes sur ce circuit avaient des soucis au niveau de l'écoulement de l'eau. Et dans cette descente notamment, la route était vraiment très détrempée, ce qui fait qu'on avait une pellicule. Il y avait peut-être d'1 centimètre, 2 centimètres d'eau sur la route. Et ça n'a absolument pas pardonné Stephen Kung. Pas mal de mésaventures également pour d'autres coureurs, des coureurs nous ont plutôt agréablement surpris. N'hésitez pas, avant de commencer ce débrief, par vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu également à la fin de la vidéo si vous trouvez qu'elle a été très intéressante pour vous. N'hésitez pas à partager également cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis, réagissez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel coureur vous a intéressé, quel coureur vous a déplu, quel coureur vous a surpris. Enfin, tout ce que vous avez pensé de cette course. Et on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec... il sera assez court ce bilan des Bleus, hein. Je commence avec Clément Champoussin, meilleur français au niveau du classement général. Il est désormais 19e, il est bien remonté au classement, hein, grâce notamment à la chute de Rohan Dennis, aux performances assez décevantes de la part notamment de Jesus Herrada qui était devant lui au classement, ou Steven Kruijswijk. Il finit dans le bon groupe, hein, il finit à 22 secondes. Donc c'est vraiment du bon travail de la part de Clément Champoussin, pourtant dans des conditions difficiles. On sait que certains coureurs n'apprécient pas ces conditions-là, surtout quand on est dans une phase comme Clément Champoussin, où on est à quelques jours d'un gros objectif qui sera le Giro, donc on est très affûté, donc parfois c'est vrai que ces changements de conditions climatiques sont un peu difficiles à gérer, mais Clément Champoussin a fait plutôt une belle journée, le coureur français, donc voilà, il fallait le souligner. Je souligne également la belle performance de son équipier Ben O'Connor. Ben O'Connor qui est 17e du classement général à 30 secondes. Là encore, il finit également dans le beau groupe. Pour l'instant, Ben O'Connor, il est très très discret au niveau de la course, hein. On l'a très très peu vu, mais il fait du bon travail parce que voilà, il est toujours très très bien classé. Enfin, bien classé, il est toujours dans le bon wagon, Ben O'Connor. Je sais qu'il faudrait dire, parce que bien classé, on dit 7ème, on peut s'attendre à un Ben O'Connor qui fasse un top 10 sur un Tour de Romandie, mais il est bien positionné dans le bon wagon. Il a fait une belle course, il s'est pas trop découvert. Je crois me rappeler qu'il aime plutôt les conditions difficiles, parce que demain ça va pas être facile non plus pour l'étape du côté de Sion. Bonne journée du côté du coureur néo-zélandais. Déception par contre pour Jesus Herrada, l'Espagnol de Cofidis, qui perd aujourd'hui 1 minute 18 sur Marc Soler, ce qui fait une bonne minute sur les hommes de tête. Dommage pour lui, ça s'est pas joué à grand chose, mais il rate le bon groupe. Il a 1,18 au classement général. Je raconte une connerie. Jesus Herrada, il a perdu aujourd'hui, que je retrouve, il perd 1,21. Donc 1 minute sur les hommes de tête. Il y avait bien 1 minute, ça j'avais pas dit de bêtises. Du côté d'Herrada, dommage, il n'arrive pas à intégrer le groupe de tête. C'est assez souvent ça avec Herrada, c'est-à-dire qu'il arrive
sur 2, 3, 4 journées à faire jeu égal avec les gros du cyclisme international et mondial au niveau de la montagne. Et puis, il y a toujours un moment où il s'écroule, Herrada. On ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être un problème de récupération, peut-être un peu à la Richie Porte, toujours une journée où ça va moins bien et il explose complètement parce qu'il craque mentalement peut-être dans la difficulté. Mais Herrada, voilà, donc maintenant il est 23e au classement à 1 minute 18 de Marc Soler, son collègue espagnol. On verra ce que ça va donner. Puis rapidement, Kenny Ellison également, qui est désormais à 1,33. Il était dans le même groupe. Aussi du côté de Kenny Ellison. C'est dommage, mais Kenny Ellison, il est, je pense, dans une phase de travail pour le Tour de France. Lui qui ne doit pas faire le Giro normalement, Kenny Ellison, de cette année. Selon les informations, encore une fois de Pro Cycling Stats, mais je crois qu'il n'était pas prévu de m'être rappelé de ça, d'avoir lu ça il y a quelques temps. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Marc Soler, vainqueur du jour. Très belle étape de la part de Marc Soler. J'ai eu peur quand il a attaqué à 10 bornes de l'arrivée, même si je me suis dit, c'est un peu avant 10 bornes de l'arrivée, je me suis dit, il n'y a plus que 10 km, donc normalement il devrait bien gérer ses efforts, mais des souvenirs que j'ai du dernier Tour de France, où il était parti, l'étape que remporte Marc Hirschi, il te fait une accélération à 45 bornes de l'arrivée pour exploser 7-8 km plus tard. Donc je sais qu'au niveau de la gestion de l'effort, c'est pas forcément le meilleur Marc Soler. Par contre, du souvenir que j'ai, il adore les conditions difficiles, parce que sur Paris-Nice, quand il gagne Paris-Nice, je crois que la dernière étape, il fait pas beau. Quand il gagne sur la Vuelta l'année dernière, je crois me rappeler également qu'il ne faisait pas beau. Donc c'est un coureur qui aime les conditions difficiles. Le leader sur cette course-là de la Movistar, enfin co-leader, même si pour moi il était plus leader que Miguel Ángel Lopez. Du côté de Marc Soler, belle étape. Alors après le chute à l'arrivée, je pense que c'est parce qu'en Espagne on doit énormément le critiquer. Je dois pas être le seul à le critiquer au niveau de ses résultats. Parce que c'est vrai que c'est un coureur qui aujourd'hui a 28 ans, mais qu'on attendait quand même un peu mieux au niveau du palmarès, surtout ces dernières années après sa victoire sur Paris-Nice. Mais il a eu du mal un petit peu à confirmer. Après Marc Soler, c'est un parcours pour puncher. Quand vous aimez les conditions climatiques difficiles, c'est forcément un terrain de jeu propice. Il est désormais en tête du général. Marc Soler, est-ce qu'il arrivera à rester devant? Il a que 14 secondes d'avance sur Geraint Thomas et Richie Porte, et sur Marc Hirschi qui est à 16 secondes. Donc on verra ce que ça va donner demain dans une étape encore une fois qui sera très difficile pour Marc Soler. Je continue du côté des coureurs au top avec Peter Sagan. Pourquoi? Parce que sur une étape comme ça, où il y a eu de la course, il finit 3e, juste devant Colbrelli, qu'il faut également saluer. Mais autant Colbrelli, il a tendance à être performant sur toutes les courses olympiques avec un parcours un petit peu difficile, et je l'avais mis parmi mes favoris, Colbrelli. Autant Peter Sagan, c'est quand même un coureur qui a tendance à lâcher dès que c'est un petit peu difficile, surtout depuis quelques années. Il le faisait pas il y a encore 5-6 ans, c'est vrai que depuis 2 ans, je dirais, 2-3 ans. Depuis l'année où c'était en 2019, l'année où il avait eu la grippe, pendant sa saison hivernale, et c'est un coureur qui a tendance aujourd'hui à lâcher un petit peu dès que c'est un peu compliqué. Et là, il a montré des très très belles choses sur cette étape, en corrélation également avec l'étape numéro 1 où il s'impose au sprint en faisant un sprint très très long. J'ai l'impression que Peter Sagan est en très grande forme. Peter Sagan qui sera sur le Giro, c'est un coureur qu'il faudra suivre sur cette course au niveau des sprints et au niveau surtout du classement du meilleur sprinter où il avait été battu l'année dernière par Arnaud Démare. Je pense que là, Peter Sagan est plus en forme que l'année dernière, parce que un Peter Sagan qui arrive à s'accrocher sur une étape comme ça en 2021, c'est un Peter Sagan qui est en très grande forme, surtout que la course a été très animée, qu'il y avait énormément de pluie, qu'aujourd'hui c'est plus forcément le coureur qui prend le plus de risques. Contrairement, là encore, il y a quelques saisons où il n'hésitait pas à jouer un petit peu des coudes. Il joue encore des coudes dans les sprints, mais c'est vrai que dans les descentes, à une époque, moi je me souviens de sa descente à Gap, la descente Lance Armstrong, comme je l'appelle assez régulièrement, où il avait pris énormément de risques. C'était un coureur, je sais plus qui c'était un coureur de la Lompré qui s'était imposé ce jour-là. Alors, je ne sais plus qui.
pour tout vous dire. Mais il avait fait une descente, il avait fait une descente assez incroyable. Et puis même une fois derrière Rui Costa aussi sur le Tour de France, il avait fait une descente à tombeau ouvert. Il prend plus autant de risques. Donc sur un état comme ça, c'est assez intéressant de le voir aux avant-postes. Et puis je termine avec le petit Kobe Goussen de la Lotto Soudal. Kobe Goussen, pourquoi ? Parce que dans l'échappée matinale, avec quand même échappée où il était avec Sander Armé notamment, mais surtout du côté des Suisses, qui ont résisté avec lui très longtemps. Il y avait Stefan Kung. Vous aviez également le petit coureur, j'ai oublié de Education First, mais je vais retrouver son nom. Stéphane Bissegger, également, qui est un très bon coureur. Et du côté de la Movistar, c'est Johan Jacobs, qui est également un très bon rouleur. Donc déjà, il a résisté avec ces 3 hommes-là et il a pris des beaux relais. Parce que Johan Jacobs, en plus, avait tendance à désorganiser le groupe en sautant un relais sur 2. Ce qui n'est pas le plus intelligent du monde. Il faut mieux sauter tous ces relais ou les prendre tout le temps que de faire 1 sur 2. Et du côté de Kobe Goussen, il a fait une très très belle journée parce que voilà, il a résisté dans la montée finale, dans les 2 dernières difficultés à Stefan Kung. Il n'a pas hésité à prendre un relais également en des moments à Stefan Kung. Après, quand Kung chute, il se retrouve tout seul devant, mais il a été plutôt résistant. Et pour un coureur qui n'a pas de grands résultats, on va pas se mentir, à part une victoire sur le Tour du Jura qui date déjà d'il y a 2 ans. Et puis c'est un coureur qui arrive très tard chez les professionnels, 24 ans. On n'est plus habitué à ça maintenant chez les professionnels, d'arriver aussi tard sans de grands résultats. Donc pour la Lotto, c'est peut-être un coureur sur lequel il faudra capitaliser à l'avenir. Je passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Steven Kruijswijk. Steven Kruijswijk a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. On m'avait posé la question dans les commentaires qui était le leader. Enfin, c'était pas qui était le leader, mais on me disait que Sepp Kuss était un excellent lieutenant. Et moi, j'ai dit sur cette course-là, je pense que c'est le leader. Et j'avais pas tort, parce que Kruijswijk, c'est pas exceptionnel. Alors Kruijswijk qui fera le Tour de France, il faut pas négliger. On est sur une période un peu trouble, le Tour de Romandie, vous avez des mecs qui vont sur le Giro, des mecs qui vont sur le Tour de France, donc les états de forme sont pas les mêmes. Aujourd'hui ça a été un petit peu compliqué, pas la capacité de changer de rythme dans la dernière difficulté je pense. Alors peut-être qu'il a été gêné également par la chute de Rohan Dennis. Merci la réalisation suisse de nous montrer... Alors j'adore la réalisation suisse parce que il nous montre, alors qu'on en a à des moments où il n'y a aucun intérêt, la caméra avec des mecs qui sont 15 minutes derrière le peloton. Il y a un moment même, je ne savais plus qui était le leader de la course, tellement la réalisation était foireuse. Et au moment où là, il aurait fallu des images du peloton, il n'y avait plus de moto devant le peloton. C'est quand même un petit peu con quand on a une descente comme ça et qu'il y en a un qui s'est croûté 30 secondes avant, de ne pas avoir des images de peloton à ce moment-là. Donc je pense que Rohan Dennis s'est pété la gueule dans ce virage-là, dans le virage Stefan Kung, mais sans en être sûr. Et peut-être que ça a gêné des coureurs comme Steven Kruijswijk ou peut-être même Merada. Mais on va partir du principe qu'il n'a pas été gêné et qu'il était en méforme. Je continue également avec un deuxième coureur rapidement. C'est André Lopez. Mais du côté d'André Lopez, pour moi, c'est pas vraiment une surprise, parce qu'on m'avait posé la question est-ce qu'il pourrait être devant au niveau du classement général sur ce Tour de Romandie. Moi j'avais dit va falloir voir au niveau de l'état de forme, c'est sa course de reprise. Quand vous reprenez aussi tardivement que ça pour des objectifs donc lointains qui sont encore le Tour de France, peut-être même plutôt la Vuelta pour André Lopez, c'est compliqué. Là on a vu les limites d'André Lopez pour le moment avec son état de forme. Peut-être également que les conditions n'ont pas aidé, Ça reste un Colombien. Là il faisait très très froid aujourd'hui, donc c'est pas forcément facile, mais il perd en 2 minutes 50 aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas photo. Il finit derrière Philippe Gilbert, donc il n'a pas eu les jambes tout simplement aujourd'hui. Le coureur colombien, c'est dommage, mais on pouvait s'y attendre. On passe tout de suite. Dernier. Je suis en train de faire un AVC. Dernier bonnet d'âne. Ce sont pour moi les coureurs qui enchaînent Giro, Tour de Romandie, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit la limite de système. Alors déjà, vous n'avez que 5 jours de récupération entre le Tour de Romandie et le Giro. Je trouve que c'est très très court. En sachant que bien entendu il y a tout l'aspect médiatique avant un grand tour, il y a la présentation des coureurs, donc ça vous pompe énormément d'énergie. Ça, j'ai jamais trouvé ça idéal, ce qui fait que vous enchaînez quasiment un mois de course
Et donc, je pense que les coureurs qui sont aujourd'hui sur le Tour de Romandie manqueront de fraîcheur en 3e semaine de Giro, qui pourtant est une semaine importante cette année, mais comme assez régulièrement. Et surtout, sur une étape comme ça, où il fait très froid, où il pleut, et c'est souvent le cas sur le Tour de Romandie, il fait rarement beau sur le Tour de Romandie, et bien quand il pleut, vous avez des risques de tomber et de ne pas pouvoir aller sur le Giro, parce que 5 jours, si vous vous pétez le poignet, c'est pas suffisant. Et surtout, je trouve que c'est un énorme risque si vous tombez malade, si vous attrapez une grippe, ou prenez juste froid. Quand c'est qu'à 5 jours d'un autre objectif important, forcément vous perdez de la condition physique, et à 5 jours d'un grand tour, perdre de la condition physique, c'est vraiment pas idéal. Maintenant, on peut passer à l'étape de demain qui est avancée au niveau des horaires. Si vous n'avez pas vu, elle part 2 heures plus tôt pour éviter d'avoir des conditions climatiques trop mauvaises. On partira de Sion pour aller à Thion 2000, plusieurs difficultés dans la journée. On commencera au bout de 30 km de course par la côte de Anzère, 14 km 600, côte de première catégorie. On aura déjà pris la petite côte de Chamoson, côte de 3e catégorie qu'on avait déjà pris il y a 2 jours, je crois, la côte de Chamoson, lors de l'étape 1 plutôt, la côte de Chamoson. C'est peut-être la même, je ne sais pas si c'est la même coïncidence. Ensuite, il y aura la côte de Lens, 3 km 500 à 7,7% de moyenne, côte de 3e catégorie. On enchaînera par une petite période de transition avec encore un sprint intermédiaire à Sion, au kilomètre 88. Puis la montée de Suan, 13 km 700 à 6,7% de moyenne. Et la montée finale du côté de Thion 2000. Très longue montée, on va dépasser les 2000 mètres d'altitude. C'est pour moi, des courses que j'ai vues cette année, la première qui atteint les 2000 mètres d'altitude. Et surtout, c'est un hors catégorie très long, 20 km 700, 7,8% de moyenne, 7,6% de moyenne, pardon. C'est surtout dans la deuxième partie de montée que ça va être difficile du côté de Thion 2000. Sur la première partie, on a des pentes plutôt modérées, et à partir du kilomètre 10, ça commence à s'accentuer un petit peu. Vous avez une rampe entre le kilomètre 12 et le kilomètre 13 à 10,7% de moyenne, et puis à partir de ce moment-là, jusqu'à l'arrivée, ça descend pas en dessous des 6%, et avec régulièrement des pentes difficiles. Donc ça va être une étape un petit peu compliquée. On se quitte rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour faire le débrief de cette étape numéro 4. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.